Tête de lecture. Pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Ce soir, nous recevons Nadir Legrand et Claire Dumas du collectif L'Avantage du doute pour la pièce After Show. After Show est un spectacle autour de la mort. Pas celle avec un grand M, mais celle qui annonce la fin de quelque chose. Comme la fin du climat, tel qu'on le connaissait, et par conséquent la fin de notre mode de vie consumériste, auquel on s'accroche pourtant. La fin du spectacle aussi, l'after show. La fin de la vie, bien sûr, qu'on a toujours du mal à regarder en face. Comment se comporter face à ces morts? Quelles histoires on se raconte? Quelles valeurs, quels mythes on choisit de raconter à nos enfants? Quelle mythologie autour de la mort on écrit encore aujourd'hui? Le collectif L'Avantage du doute nous propose d'arpenter de nouveaux récits pour faire face à la mort, de convoquer l'enchantement, les fantômes, la bouffonnerie à une grande fête sans tristesse pour mieux rendre gloire à la vie. Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur la scène, il y a des comédiens et comédiennes, des mises en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Alors, vous qui nous écoutez, nous sommes désolés, il y a de très gros travaux juste devant l'entrée des studios. On fera tout notre possible pour que ça ne se sente pas trop. Vous nous écoutez sur Deezer et Apple Podcast, vous nous regardez en vidéo sur YouTube et Spotify. Vous avez le programme, c'est parti. Bonjour Claire, bonjour Nadir. Bonjour Dimitri. Salut. Ça va bien? Oui. Ouais. Alors je précise que vous entendez ma voix, mais que vous ne me voyez pas. Je suis dans une autre salle. On a l'impression que tu es derrière le canapé. Oui, parce que vous m'entendez via une petite podcast, enceinte. Alors Ouais. c'est bien d'imaginer que les gens écoutent juste aussi. Moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je vais parler au coussin. D'accord. Ça te dérange pas? Non, bah écoute, parle le coussin. Voilà. C'est bon, moi, tu l'as je ne suis choisi, pas- c'est ton Je ne suis pas coussin. vraiment quelqu'un. D'accord, il veut pas te parler. Voilà. D'accord. Bah là, on est très bien. Ok, On est un parfait. C'est collectif. ça le collectif. Oui, c'est ça. C'est l'esprit du collectif qu'on voit bien sur cette image avec un canapé. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes quand même bien installés, que les coussins, vous pourrez leur parler, mais qu'ils vont rendre ce moment confortable également. Celles qui nous suivent, celles et ceux qui nous suivent, bon, ils savent que nous, on commence toujours par raconter un peu l'histoire de la pièce invitée. Bon courage. Voilà, il se trouve que lorsque j'ai voulu en savoir plus sur l'histoire de la pièce, Nadir, tu m'as dit que il n'y a pas une histoire unique, linéaire, qui s'étend du début à la fin de la pièce, mais plutôt des thématiques, des grandes parties, et que ce fractionnement en parties, c'était une des particularités de votre façon d'écrire et de mettre en scène au sein du collectif L'Avantage du doute. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par nous présenter un peu la façon que vous avez de travailler dans ce collectif. Alors, Qui s'y colle? je commence. Vas-y, On je enchaîne t'en prie. Allez, Claire. En fait, dans notre collectif, donc le collectif, on l'a créé il y a à peu près une quinzaine d'années, un petit peu plus. On est 5. Donc au départ, il y a Mélanie Bestel, Judith Davis, Nadir Legrand, Maxence Tual et moi. Et au départ, il y avait un Simon Bacouche qui était là. Puis Maxence a pris le relais de Simon, on va dire. Ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit et qu'on se demande de quoi on a vraiment besoin de parler, qu'est-ce qu'il est nécessaire pour nous de dire en ce moment sur un plateau. Et donc, c'est une phase de chauffe comme ça où on apporte des idées, mais pas des idées de pièces, vraiment des idées d'une nécessité, je dirais, de l'ordre du politique. Et on fait plusieurs tours de chauffe comme ça, plusieurs échéances, on se quitte pendant quelques semaines et on se retrouve. Et quand on a commencé à définir une chose, ensuite, on commence à faire des interviews, à lire, à se documenter beaucoup, comme on l'avait fait sur le spectacle précédent que tu as vu aussi, je crois. Oui. Donc c'était sur l'effondrement écologique et le patriarcat, qui sont pour nous liés, enfin pas que pour nous d'ailleurs, mais bon bref. En tout cas, c'était très concret, on travaille là-dessus. Et après, chacun écrit un morceau du spectacle, comme tu le disais en introduction. Pour ce spectacle-là, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on a un peu improvisé avant d'ensuite revenir à la table. Et alors j'allais reparler du thème dont tu as parlé tout à l'heure, mais c'est peut-être pas le moment. Vas-y, si tu as envie d'avancer là-dessus. Mais aussi dans la construction, tu as dit que vous écriviez, mais là pour l'instant vous écriviez ensemble, chacun de votre côté. En fait, il y a autant de méthodes que d'auteurs, d'autrices dans le collectif. Ok. Chacun a sa partie, mais une partie, ça peut être, pour le spectacle que tu as vu, je crois, encore plus partout tout le temps. Claire a écrit sa partie, mais sa partie, c'est un personnage. Ok. Le personnage de Bernard. Mais moi, par exemple, ma partie, c'est 2 séquences, d'ailleurs, qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Ça peut être aussi une petite pièce dans la pièce, comme Judith le fait parfois.
chacune de nous décide de la manière dont il a envie de travailler. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent plutôt en impro au plateau, d'autres qui alternent entre un travail solo à la table, comme ça, et puis un travail collectif. C'est des outils comme ça qu'on a inventés individuellement, mais aussi collectivement, spectacle après spectacle, année après année, quand se posait la question de qui décide, parce qu'on n'a pas de chef, on n'a pas de metteur en scène, on est tous metteurs en scène, qui décide de l'ordre du spectacle, de la dramaturgie, y compris au tout début, comme disait Claire, on se réunit autour d'une table et il faut bien décider de quoi on a envie de parler. Donc on a plusieurs garde-fous et chacun sa partie, c'est un des premiers outils qu'on a trouvé voilà, pour répartir, on va dire, la part des décisions qui est incontournable quand on fait une création. C'est chacun sa partie aussi pour s'assurer de la réelle nécessité de chacune et de chacun. Ce qui fait que parfois c'est un peu difficile parce que tu dois vraiment trouver de quoi tu as vraiment envie de parler. Mais pour les spectatrices et les spectateurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, ça ne ressemble pas à des choses éparpillées dont on ne voit pas le lien les unes avec les autres. Tout va dans le même sens, tout porte le spectacle. Simplement, et même on ne peut pas savoir, par exemple, le fait qu'il y en a qui improvisent plus que d'autres. Je pense que ça ne se perçoit pas comme ça. Ça ne se perçoit pas comme tel, en tout cas. C'est-à-dire que souvent, les gens vont nous dire « Ah oui, cette façon que vous avez de tous improviser toujours, tous ensemble, on voit bien que chez vous, il n'y a pas de texte. » Et moi, je suis toujours sidérée parce qu'il y a plein de parties qui sont, la plupart même, pour 90%, extrêmement écrites et dans lesquelles, notamment, je dirais surtout Judith et Nadir, et aussi Mélanie, tiennent à voilà, un ordre des phrases, une précision, même une rythmique. Judith, elle écrit avec quelque chose un peu de l'ordre du boulevard. Toi aussi, t'as, pas dans toutes tes scènes, mais dans Point de rupture, il y a un truc comme ça, un petit peu de boulevard, entrée, sortie, porte qui claque. Une culture assez populaire, ouais. Ouais, d'un théâtre assez, voilà, comme ça, avec des punchlines un peu. Et moi, j'improvise énormément, et les gens ne croient pas toujours que j'improvise, peut-être parce que je parle très vite, alors ils se disent que c'est très écrit, mais ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, au final, on souhaite que les différentes parties du spectacle forment vraiment un tout cohérent qui avance. Et dans After Show, je dirais que là où peut-être on peut deviner un peu plus l'écriture et la singularité de ces écritures individuelles avant d'être en commun, c'est qu'on a beaucoup de solis, un solo, et quelques scènes à 2 ou 3, mais pas tant que ça, moins que dans les autres spectacles. Beaucoup moins, ouais. Beaucoup moins. C'est un peu... c'est un petit côté, je dirais pas cabarétique, parce que dans la facture, c'est pas du cabaret, mais on a emprunté au code du monologue, de la tragédie, du stand-up, de la chanson. Donc il y a ce côté-là dans ce nouveau spectacle After Show, qui est encore en train d'être terminé, d'être écrit, je dirais, par ailleurs. Ouais, on s'est beaucoup réinventé sur ce spectacle. Tout à fait. C'est vrai. Non, mais... pas seulement dans la structure, mais dans la manière de travailler aussi, parce que, comme disait Claire, bon, c'est un peu notre cuisine personnelle, mais ça a été un gros changement. La première chose qu'on a fait quand on a abordé le travail sur ce spectacle, c'est un filage. On s'est jeté dans la bataille et on a fait un filage de 2 heures, une sorte de monstre. Et, alors que d'habitude, on est surtout à la table, en résidence, d'écriture, chacun devant son ordi. Et forcément, le rapport au jeu s'est déplacé aussi. Et je crois qu'on en avait besoin. Ça fait maintenant plus de 15 ans, presque 17 ans, je crois, qu'on fait des spectacles. Et je crois que si on a autant de plaisir encore à travailler ensemble, c'est qu'on régulièrement, on se déplace, on se réinvente, on essaye d'éviter de faire en sorte que chaque spectacle ait une reproduction d'une forme de recette qui fonctionne bien et de garder une exigence et puis aussi de se surprendre les uns les autres, c'est important. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites... Comme un vieux couple. Comme un vieux couple. À 5. Oui. À 5. Mais alors juste... comme dans une thérapie de couple, dans un film américain, tu sais, Oui. avec la boîte de Kleenex. Sur le canapé, la boîte de Kleenex. It's so hard for me to say. Grave. Pardon, grave, excuse-nous, ça. tu disais Non, derrière non, le canapé. Non, c'est très bien. C'est l'anatomie d'un collectif. J'aime bien l'idée de l'anatomie du collectif. Mais justement, j'allais vous poser des questions d'entente et de mésentente à travers le groupe. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, là, c'est trop le grand écart entre les différentes parties comment on fait ? On donne des clés, on fait des transitions, on se donne des droits de veto. Comment ça se passe ? C'est quoi votre tambouille, justement, après tant d'années de vie commune à 5 ? Normalement, en principe, il n'y a pas un grand écart absolu, en tout cas dans les thématiques, puisqu'on s'est quand même mis d'accord au départ. Ouais. On reviendra sur la thématique après, peut-être. Oui, on va y venir. Mais en tout cas d'un point de vue formel,
il peut y avoir un grand écart et c'est pas un souci pour nous. Je pense on avait plus un veto au début parce qu'il faut dire qu'on vient d'un théâtre. Nous, on s'est rencontrés avec un groupe qui s'appelle TG Stan, un groupe flamand. Donc au début, on était hyper influencés et on a été très influencés par leur manière de jouer, qui maintenant s'est beaucoup répandu, mais pas de quatrième mur, le texte et tout ça. Adresse directe. Adresse directe. Et on était très sur le jeu, un jeu qui serait vraiment, de même avec son partenaire, être dans quelque chose de... C'est pas une question de naturalisme, c'est une question de jouer à jouer. Et donc, on était très dans un jeu un peu parfois low profile, comme ça, genre, mais c'est joué, c'est pas joué, c'est vrai, c'est pas vrai. On se marrait, on avait des spectacles où on jouait un peu petit par moment, et du coup, les gens disaient, mais c'est une blague, ils font une phrase, c'est bizarre. Donc, on a pas mal eu cette carte-là pendant un moment, et donc les choses un peu plus excentriques, on trouvait que c'était trop. Donc, on était un peu des grosses stalles quand même, de non, là, quand même, c'est trop et tout. Et puis après, on s'est dit, mais attends, on fait aussi des spectacles. L'humour, le rire, c'est important. Et donc, on est allé vers des formes un peu plus burlesques, on s'est plus autorisé de choses, j'ai l'impression. Et donc, maintenant, j'ai l'impression qu'on n'a plus de veto en termes de grand écart dont tu parlais. Oui. Je dirais que le veto, ce serait le fil à plomb, ce serait qu'il faut quand même que ce soit vraiment nécessaire, ne pas... On a le droit d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, mais on n'est pas là genre, pour se faire plaisir nous. Il faut quand même que ça parvienne au public, que ce soit pas que ça soit toujours comme à hauteur d'humain, quoi, qui est ce côté-là où ni on donne trop les clés, c'est-à-dire il ne faut pas que les gens ils aient 15 temps d'avance sur nous, sinon c'est pas du théâtre, c'est pas marrant. Mais il ne faut pas non plus il faut toujours qu'on soit en lien avec la salle. Et j'ai l'impression que notre veto, enfin, je dirais pas un veto, mais notre fil à plomb, ça peut être ça, j'ai l'impression. Le fait qu'on se dise, ok, c'est surprenant et en même temps on est toujours avec le public, on n'est pas dans notre trip, genre incompréhensible ou Moi, mon fil à plomb, enfin celui, en tout cas, il y a une chose qui est fondamentale pour moi dans le collectif. On s'interdit rien. On essaye toujours de ne pas céder à ce réflexe quand on travaille en équipe et que quelqu'un de l'équipe présente un projet qui lui tient à cœur. Ce réflexe qu'on a toutes et tous de dire bah, « moi, à ta place, voilà ce que j'aurais fait ». Et on essaie toujours, même si ce n'est pas de notre goût, même si on ne comprend pas trop, on essaye toujours de dire « mais d'accord, voilà ce que je vois moi de l'extérieur, qu'est-ce que tu veux vraiment dire ?» Là, pour l'instant, c'est un peu flou. On n'accède pas vraiment à ta colère ou à ta nécessité. Voilà. Et ce qui fait que, du coup, c'est une forme d'exigence qui fait que les choses, finalement, s'épuisent d'elles-mêmes et c'est souvent l'autrice, l'auteur qui la coupe à un moment donné parce qu'il n'a pas su répondre, en fait, à cette question-là d'en face. Après, on est là toujours parce que le spectacle est toujours trop long et puis on coupe pour aller à l'essentiel. Voilà. Et puis après, le deuxième truc, c'est ce dont parlait Claire, c'est le public qui nous manque affreusement pendant les répétitions et on découvre un peu le spectacle à la première. Donc on continue à faire des coupes après souvent les premières des spectacles parce qu'on s'est rendu compte que tel moment voilà, ne passait pas la barre. Et à l'inverse, tel moment qu'on ne soupçonnait pas, finalement fonctionne très bien. Et, donc c'est plutôt notre censeur, c'est plutôt le public, je dirais. Disons qu'on va porter la singularité de chacun dans la mesure où elle a une vraie nécessité politique et artistique. On va essayer de développer chaque chose le plus possible. Et après, si ça ne tient pas, c'est que ça ne tient pas au public. Pas dans le sens de l'efficacité, mais dans le sens de passer la barre, de toucher quelqu'un, quoi. Alors là, on est à quelques semaines de la première qui aura lieu à Marseille, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui. Y a encore des modifications sur le texte, on le disait tout à l'heure, on en parlait avant de commencer l'émission. Nadir, tu m'as dit que vous continuiez à modifier vos pièces après que vous ayez commencé à les jouer. C'est quoi ce qui vous anime à ce moment-là pour apporter les modifications ? C'est les retours publics que vous avez ? C'est vos sensations sur scène ? Oui, parce que comme on fait un théâtre, comme on le dit là depuis quelques dizaines de minutes maintenant, sans metteur en scène... Ça fait une demi-heure, Nadir. Ça fait déjà 2h30. Oui, Nadir, il faut se réveiller maintenant. Mais c'est un choix, je dis ça, c'est un choix et on s'est tous retrouvés aussi parce qu'on avait un problème avec l'autorité du metteur en scène. Ça fera 90 €, merci. Et que du coup, on ne peut faire confiance qu'à nos sensations de plateau. Ouais. Et à nos propres sensations intérieures et puis aussi à ce qu'on arrive à vivre avec nos partenaires pendant la représentation
Et dans cette relation triangulaire qui date depuis maintenant des millénaires avec le public, qu'est-ce qu'on sent, quelle conversation on arrive à installer avec eux ou pas. Et donc, on fait beaucoup de notes, beaucoup de débriefing après les représentations, et assez souvent, on est d'accord, et on se rend compte qu'il y a une scène qui, ça fait 2-3 fois maintenant, ça ne fonctionne pas, elle s'écroule sur elle-même, alors on la réécrit, et puis à un moment donné, il nous est même arrivé de la couper carrément, ou de changer l'ordre, parce que le temps de la représentation, à un moment donné, prend le pouvoir sur le spectacle, et nous dit, si on arrive bien à l'entendre, qu'est-ce que demande en fait le spectacle, par où il va en fait. Et il y a toujours des surprises, des bonnes ou des mauvaises. Il y a un moment où vous vous dites, là, ça y est, on n'y touche plus, on s'arrête. Je pense que... Enfin, oui et non, je dirais qu'en gros, il y a un moment où on trouve le spectacle, mais ça, pour le coup, je pense que c'est le cas si tous les spectacles avaient la chance de jouer plus que 3-4 fois, ce qui est notre cas. On a cette chance. Ouais. En gros, c'est-à-dire un spectacle, ça ne doit pas être genre la première, les gens ne doivent pas venir nous voir répéter. C'est pas juste, ils ont quand même payé leur place, normalement. Il n'y a plus d'invitation. Mais en gros, quand même, tous les spectacles mûrissent et même s'il y a une grâce de la première pour plein de raisons, en général, quand même, au bout de la 10e, si on a la chance de jouer beaucoup, un peu beaucoup, le spectacle se trouve dans sa forme, je dirais, comme une sorte de maturité. Et là, on ne se dit pas vraiment « allez, on n'y touche plus, c'est sûr ». Au contraire, nous, en fait, on y touche tout le temps de l'exploitation de la vie d'un spectacle. Je pense il y a des choses qui bougent. C'est-à-dire qu'en réalité, quelqu'un qui va venir 2-3 fois ne va pas forcément voir un énorme changement. C'est vraiment des choses, peut-être un peu des petites querelles de spécialistes, mais n'empêche, et ça c'est une vraie chose, on n'essaye pas du tout de blinder et de s'assurer que ça y est, c'est comme ça que ça va fonctionner. Pas du tout, c'est complètement l'inverse. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait tous les jours une répétition du texte, tous les jours une italienne. On se rejoint un peu avant, on fait une italienne, et dans l'italienne, on a une règle. Si on a trouvé quelque chose fonctionnait moins ou était moins pertinent de la part de nous-mêmes ou d'un partenaire ou de la scène, on a une règle en général, c'est que si c'est une seule fois, on ne le dit pas. C'est ça. Et si ça fait 2-3 fois qu'on se dit « là quand même on a perdu dans le rythme », alors on en parle et c'est ça qu'on va modifier. Mais moi j'ai quand même le sentiment que ce qui bouge, c'est que vraiment profondément ce qu'on fait, on essaie, c'est connecter normalement avec une vraie... avec une grande nécessité et que donc... Je dirais que maintenant, il y a des ratons laveurs qui sont dans le mur d'à côté. Je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce que c'est quand même un souci. Ah, vous ne les entendez pas, ils sont dans ma tête. Ça dépend de l'orientation des micros, mais ouais, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. On entend des marteaux. C'est très riche en son, cet épisode. Mais en gros, comme c'est connecté à quelque chose de l'ordre de la nécessité, et il peut arriver, dans des parties plus improvisées, par exemple, que des choses changent aussi, parce que tout d'un coup, tac, Michel Barnier, Premier ministre. Et là, tu ne peux pas faire comme si tu n'étais pas revenu 20 ans en arrière. Tu vois, tu es obligé d'en tenir compte, c'est pas possible. Ouais. Donc, Michel, si tu nous écoutes, voilà, en même temps, au moment où tu fais ce podcast, qui c'est qu'on aura, tu vois, c'est ça qu'on ne sait pas. Il est à l'Assemblée, là, je crois, malheureusement. Voilà. Donc, au-delà c'est pas un truc d'actu, c'est quelque chose du sensible, du moment. Si par exemple on dit, tiens, il y a ce poème, si c'est un autre poème, c'est un poème de Rimbaud, c'est pas un poème d'hier, quoi, mais il peut être légèrement modifié par tout, parce qu'on aura vécu dans la journée. C'est un peu le propre du théâtre, mais dans la mesure où on n'a pas de metteur en scène ou de metteuse en scène, c'est pas pour le plaisir de changer, mais c'est pour la vie, en fait. C'est qu'il y ait de la vie tout le temps. C'est d'autant plus vrai, j'ai l'impression, dans ce spectacle-là, qui est un spectacle qui essaye de donner le plus possible de joie et d'allant et de vie dans un contexte que nous, on trouve un tout petit peu mortifère quand même. Et donc, c'est pour ça qu'on n'essaye pas de fixer. Ce serait un peu antinomique de ce qu'on cherche, en fait, dans notre théâtre. D'accord. Alors, elles en sont où, vos parties respectives ? Là, vous êtes en train d'écrire, vous avez quand même bien avancé. Chacun, vous en êtes au même point Justement, je voulais t'en parler, je suis un peu en galère. Non, mais là, on en est quand même au point où on n'en est plus... Voilà, il y a quand même un moment où on n'en est plus à ta partie, ma partie. Il faut quand même qu'à un moment, ce soit un spectacle. Que ça soit un objet. Donc là, on en est un peu là. Vous lâchez un moment. Et donc, demain et après-demain, on va faire une... Et là, on va se dire, merde, c'est ça qu'on fait demain ? Non, tu es d'accord que demain et après-demain, on fait une sorte de déroulé.
pour voir si ça raconte bien ce qu'on veut que ça raconte toutes et tous ensemble. C'est pas juste que ma partie, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment que tout raconte ce qu'on veut raconter avec ce spectacle et qu'on va quelque part. D'accord, donc on ne va pas forcément vous reconnaître, si on regarde la pièce, on ne va pas se dire, ça, je vais reconnaître plutôt la partie de Claire, je vais plutôt reconnaître ce qu'a écrit. Là, dans la mesure où si, c'est vous avez quand même... Là où, dans ce spectacle, c'est très particulier dans la mesure où il y a beaucoup je disais de soli, mais oui, il y a beaucoup de monologues. Ouais. Donc on peut éventuellement se dire, tiens, ce monologue, c'est peut-être... Nadir sait écrit ce monologue. Ceci dit, c'est pas vrai, je pourrais t'avoir écrit un truc et toi aussi, mais... On incarne une parole dans ce spectacle-là qui est souvent très liée à quelque chose d'assez personnel, qui peut même avoir trait à l'enfance. Enfin, c'est pas une psychanalyse, hein, mais il y a des choses assez... on joue beaucoup avec le côté est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, de qui est-ce qu'il parle. On joue pas mal avec ça dans ce spectacle-là, je dirais. Donc on risque de se dire, ah tiens, c'est certainement la partie écrite par un tel ou une telle. Il y a un peu un postulat de départ dans le spectacle, enfin qui est pas, on va pas spoiler, mais c'est pas le début du spectacle. Mais à un moment donné, c'est comme si on tirait un frein à main dans le spectacle et on dit assez explicitement que ça fait maintenant plusieurs années, plus de 15 ans qu'on fait du théâtre et ensemble, qu'on a fait, on s'est emparé de tous les grands sujets de société de notre époque et pour créer des conversations avec le public, Judith réalise des films aussi. On essaye de s'emparer de notre art pour repenser le monde ensemble, relibérer des imaginaires qui sont atrophiés. Et le monde va de plus en plus mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on continue à faire du théâtre en collectif? Et on part un peu de là pour, chacun à notre manière, repuiser en nous, alors peut-être dans l'enfance, peut-être dans la poésie, peut-être sans doute aussi dans des codes qui viennent plus du stand-up, dans l'humour, dans la dérision, pour redonner de la joie aussi, pour redonner une raison d'être ensemble. Et donc chacune à notre manière, voilà, on opère cette sorte de métamorphose pour devenir un personnage qui est à la fois nous, mais qui est aussi un personnage de fiction qu'on appelle nous nos bouffons, parce qu'on pense que c'est important aujourd'hui de bouffonner. Plus que Donald Trump, et c'est pas facile. Hein. Il y a du niveau. Même si le job est déjà pris par tous les grands dirigeants de ce monde. Et voilà, donc moi je puise beaucoup dans l'enfance. J'ai un parcours assez particulier, j'ai toujours été déclassé. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi dans le Sud. Donc, et ensuite, j'ai voulu faire du théâtre à Paris, mais j'avais l'accent du Midi. Donc je parle de cette manière de poursuivre comme ça son rêve en étant toujours persuadé que tu as un train de retard ou que tu n'es pas là où tu devrais être. Y compris aussi mon rapport à la langue. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast de l'équipe de Parler Pointu et ça m'a beaucoup parlé. Oui, avec Benjamin Tolosan. Oui, ce qui parle beaucoup de ça, de la langue dominante, de l'accent parisien qui est un peu la langue des médias. Et c'est pour ça que mon personnage, il a l'accent du Midi, parce que je trouvais que c'était important de sortir un peu cette carte de l'accent, de la case pittoresque. Hein, moi, je me souviens très bien à l'école, quand je faisais des cours de théâtre, de cette scène dans Don Juan, c'est Charlotte et Pierrot, je crois, qu'on a vu tous 10 fois, et c'était un cauchemar, quoi, parce qu'en fait... alors, on dit la langue de Molière aussi, d'ailleurs. Alors que dans Molière, il y a plein d'accents. Donc, c'était aussi travailler sur ce malentendu culturel. Et moi, me nourrir de toutes ces années où j'ai vécu dans le Sud, en Provence, et de cette vie qu'il y avait dans ce langage, dans cette culture, voilà, que je retrouve seulement d'ailleurs dans les films de Pagnol. Et donc, je voulais faire quelque chose avec ça, et c'est devenu ce personnage que vous découvrirez si vous venez voir le spectacle. Ben, oui, avec plaisir. Voilà un peu mon parcours en diagonale. Oui. Ben justement, j'allais vous demander, pour rentrer un peu dans le vif du sujet d'After Show, mais c'est quoi un peu le caillou dans la chaussure qui est à l'origine de ce projet et qui vous a fait tiquer politiquement? Bon, tu as un peu répondu, Nadir. Est-ce que tu voudrais rajouter peut-être des choses, Claire, ou Nadir? Tu n'as peut-être pas tout dit. En fait, je dirais que ce qui s'est passé sur ce spectacle, c'est que le fait qu'on ait voulu, dans un premier temps, comme le disait Nadir, se lancer dans une sorte de grande improvisation collective, de filage, plutôt que de se mettre à la table et de parler allez, de quoi on va parler cette fois-ci. Moi, sur le moment, j'ai pris ça pour juste une envie de
de forme, de changer, de faire autrement. Mais je pense que profondément, on était, et on est peut-être... Alors, je précise que le spectacle est drôle, parce que là, ça va sinon être faire pleurer. Non, mais je veux dire, en gros, nous, on est vraiment de l'école de ne pas vouloir laisser le rire au cynisme, au capitalisme. Enfin, je veux dire, en gros, d'essayer malgré tout de rire. Mais très honnêtement, c'est quand même... en gros, c'est un peu comme si on se disait ça fait 15 ans qu'on fait du théâtre politique et breaking news, ça ne change rien, ça ne sert à rien. Alors, on ne se disait pas qu'en faisant nos spectacles, ça servait à quelque chose. Mais je veux dire, il se trouve qu'on nommait des choses. Et c'est important de continuer à nommer. Mais c'est de plus en plus difficile, quoi. Dans le spectacle, on ne spoil pas, il y a des fantômes, il y a notamment le fantôme de Hannah Arendt, et il se trouve qu'il y a des penseuses et des penseuses aujourd'hui qui parlent de notre monde et qui sont absolument merveilleux, mais nous, ce qui nous plaisait de faire revenir ce fantôme, c'est que, donc, elle dit que c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, et nous, on a tellement l'impression qu'on vit dans un monde comme ça, qui est profondément creux et vide, et qui fait que recycler chaque initiative de bonne volonté en un produit commercial qui a que tout ce qui est rentable, que c'est le seul critère, qu'il n'y a rien d'autre, que partout il y a la guerre, que c'est vraiment difficile, il faut s'accrocher, quoi. Donc, en gros, je pense que, comme le dernier spectacle, c'était quand même un spectacle genre le monde s'écroule, c'est la catastrophe écologique, et on s'en prend plein la gueule avec le patriarcat, je veux dire, une fois qu'on a fait ça, et qu'en plus il y a la guerre partout, de quoi on allait parler, genre, on avait déjà parlé du travail dans le tertiaire, on avait déjà parlé des images, des difficultés, et en fait... Tout d'un coup, on a eu... Enfin, je sais pas, pour ce qui me concerne, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu un bouquin de Annie Lebrun qui s'appelle « Ce qui n'a pas de prix », dans lequel elle parle de l'art contemporain, des liens entre la finance et l'art contemporain. Bon, c'est un peu pointu, mais toujours est-il qu'elle mentionne notamment cette couleur noire qui s'appelle le Vanta Black, qu'a acheté Anish Kapoor. Oui, le noir le plus noir au monde, voilà, c'est le ça noir le plus noir au monde qui efface tout, qui engloutit tout, qui recouvre tout. Si on mettait sur nous maintenant un tissu en Vanta Black, on ne nous verrait plus. Et en fait, c'est quelque chose qui sidère l'œil. Et pour moi, c'est ça le monde dans lequel on vit. C'est un monde dans lequel tout est racheté, même une couleur qui, par ailleurs, a été fabriquée, je crois, à des fins militaires au départ. Donc, c'est vraiment un cauchemar. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est essayer de sortir. Et dans ce Vanta Black qui nous recouvre tous, essayer malgré tout de soulever le truc, de le déchirer, de faire ce qu'on peut avec des tout petits moyens. Parce que le théâtre, c'est tellement archaïque, c'est tellement ringard en même temps. Et en même temps, moi, je crois que c'est bizarrement la seule chose que je puisse faire à titre individuel et qu'on puisse faire nous, en collectif. C'est-à-dire, en tout cas, je crois qu'on en est un point, soit on arrête complètement de faire du théâtre, parce qu'en effet, alors peut-être il faut s'engager vraiment concrètement dans un mouvement, et lequel, ou faire ça parce que c'est un des rares endroits encore où on se réunit, et je ne parle pas des églises et des mosquées, des synagogues et des endroits de religion, je parle des arts vivants, des concerts, mais du théâtre aussi, avec le texte, avec les mots, avec la catharsis, avec être ensemble et traverser un temps suspendu où on n'a pas ces putains de téléphones, bon, qui est là parce que j'ai un livre dedans, c'est vraiment pénible, on a tout dans nos téléphones, pas oui. Ces trucs, pas ces écrans, pas ces réseaux sociaux. Par exemple, je trouve ça bien qu'on puisse être vu, mais en même temps, je trouve ça super beau que ce soit un podcast. Et on est tout le temps vu, il n'y a plus de off. En fait, on est tout le temps dans le noir et on est tout le temps vu. Je ne sais pas comment dire, mais c'est un monde vraiment de fou, je trouve. Et pour moi, ce spectacle qu'on veut faire, c'est une manière drôle. N'ayez pas peur, venez voir le spectacle, d'être ensemble pendant 1 heure et de prendre ce temps et de dire « Ah, bah, t'es venu, vous êtes venu, on est là. Je ne sais pas combien on est ce soir dans la salle, mais on va essayer de passer ce temps et essayer de réfléchir. » Même si c'est pas facile, et même on préfère tous scroller sur nos écrans, et parce que ça nous abrutit. Mais je dis ça, nous, peut-être je parle pour moi, et je suis la plus abrutie des abrutis, et j'essaie en ce moment d'avoir un truc qui n'est pas connecté. Du coup, je me galère dans la rue, parce que je ne sais plus comment on marche sans Google Maps. Enfin bref. Voilà, le spectacle, il parlerait d'un after-show, après le show de ta journée, où tu as mis ton petit masque de qui tu es dans la vie, parce qu'on porte tous des masques, voilà, c'est comme ça. On vient s'asseoir au théâtre et on a un spectacle, et peut-être après le premier spectacle il y a un autre spectacle, et après encore un autre spectacle, et il y a une construction un peu comme ça on enlève des masques pour en remettre d'autres, pour quand même essayer de passer un moment ensemble et d'être, je dirais, c'est un spectacle qui n'est pas sur la mort, c'est un spectacle qui est, je dirais, contre la mort environnante, et pourquoi pas en acceptant la mort réelle, c'est-à-dire c'est peut-être une des choses encore tangibles, concrètes, sur lesquelles on peut autour desquels on peut se rassembler. Et je ne te dis pas que les enterrements, c'est le plus beau moment de notre vie, mais
mais c'est des moments de réel, quoi, des morceaux de réel. Je suis partie très, 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 très loin. Non, mais on te comprend, on te suit. Claire. C'est quoi la première image qu'on va voir quand on va entrer dans la salle? On peut le dire, du coup. Ouais. Pour l'instant... C'est pas loin de ce qu'il y a ici. Pour l'instant, si ça vous dérange pas qu'on prenne votre canapé, parce qu'il est pas mal, finalement. Bonitia, on adore ce canapé. C'est probablement le plateau d'une émission de radio, mais qui peut donc être filmée. C'est une collab. L'avantage du doute, les Nocturnales, qui est un show culturel dans lequel je reçois mes invités. Mais pas habillés comme ça. Habillé comment? Dis donc, habillé... Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour faire venir les gens? Un costume surprise? Ah non, c'est pas faire venir, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent dans comment notre on est émission. habillé? C'est quoi la première image quand on est spectateur? Ah, c'est marrant. Mais ils veulent pas, tout le monde, on ne veut pas avoir la surprise? Alors, tu peux dire que c'est une surprise et que tu veux laisser la surprise. Tu peux Non, dire mais que c'est une surprise. c'est comme si tu es convié à... En tout cas, nous, le début, l'entrée des spectateurs, Ouais, c'est toujours une scène pour nous. c'est ça. C'est pas rideau fermé et on attend que ça commence. Oui. Ah oui, quand les personnes dans entrent. tous nos ouais. spectacles. D'accord. C'est fondamental pour nous, la sensation que les gens vont avoir quand ils vont rentrer dans la salle et quel lien on va établir avec eux tout de suite. Et Oui. ce qu'on aime, nous, souvent, mais même après pendant le spectacle, c'est d'entretenir une ambiguïté sur le fait qu'on est nous-mêmes ou pas, ou qu'on est déjà un personnage. Une scène, quand les gens rentrent, ça dépend. Il y a plusieurs degrés de fiction selon les Oui, spectacles. Il y a des spectacles où on rentre beaucoup dans la fiction. On en parle beaucoup. Par exemple, dans le spectacle précédent, c'est Claire qui accueillait les gens avec son personnage bouffon de Bernard. Et l'air de rien, ça mettait les gens en condition aussi pour la suite du spectacle. Il y a eu un autre spectacle où il y avait Simon qui vendait des gaufres aux spectateurs parce qu'il disait qu'il était à la retraite, qu'il avait une toute petite retraite et que c'était une manière pour lui d'arrondir ses fins de mois. Et l'air de rien, mine de rien, on introduisait déjà le sujet de la pièce. Et donc là, c'était une manière, si c'est gardé, oui, c'est ça le problème. de construire, si c'est gardé, vous arrivez dans une émission de radio. Une atmosphère, Ouais. une sorte de cocon avec cette émission qui serait un peu une version dystopique du collectif L'Avantage du doute. Voilà. C'est une émission radio, c'est des médias. Il y a quelque chose avec les médias aussi qui, dans la fin du monde qui vous interpelle? Ah oui. Là, en l'occurrence, c'est une émission qui est sur ce qu'on appelle le vivant. Et en fait, en gros, avant, il y avait la nature, ensuite on a dit le vivant, mais même le vivant. En gros, on a l'impression que maintenant, tout le monde a lu Baptiste Morisot, ce qui n'est pas forcément le cas. Non, je ne l'ai pas lu, dis-moi. Voilà, moi non plus, mais j'ai écouté des podcasts et c'est vraiment plus. Mais en gros, que même ça, c'est récupérer cette notion du vivant et que donc, on peut continuer à le saccager parce qu'on en parle et ça nous fait mal. Ça fait mal quand même de penser à ce vivant qui voilà, toutes ces créatures qui sont autour de nous. Mais en fait, est-ce que vraiment on fait autre chose que d'en parler, se les approprier comme un produit culturel, quoi. Ouais. Donc, mais on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de vouloir saccager les médias, c'est pas ça. C'est aussi ces idées il y a beaucoup cette idée de collab en ce moment qui nous sort un peu par les yeux. Ouais. Les collabs entre un musée et une marque, entre un groupe et une marque de basket. Enfin, je veux dire, moi, je me marre parce que quand je dis à ma grand-mère c'est une collaboration, j'ai toujours l'impression qu'elle est là, genre attention, qu'est-ce qui va se passer, ils sont où les collabos? Et en fait, non, maintenant c'est un peu extrême, mais il y a quand même un truc chelou qu'on vive dans ce monde de collab. Oui. Dont on s'exclut évidemment pas du tout, et nous-mêmes étant des produits, on est nous-mêmes des produits culturels. Je lisais, je sais plus comment elle s'appelle, cette artiste qui était au Rond-Point, qui fait des spectacles. Il y en a un, c'est Kill Me. Marina Otero. Ouais, exactement. Et elle dit ça, elle dit à quel point elle est obligée de continuer pour survivre dans ce monde, enfin pour vivre. Enfin, en gros, sa place dans le monde, c'est de produire des objets culturels qui fonctionnent, en parlant de sa propre santé mentale. Je veux dire, on en est tous à un point d'auto-exploitation nous-mêmes, et en même temps si on veut continuer à parler, je sais pas comment dire, il y a quelque chose avec les médias, la médiatisation, le succès.
c'est dur de trouver aussi son endroit, dans la mesure où maintenant, en plus, les gens les plus starifiés sont des gens souvent... Marianne Otero sont des influenceuses, des influenceurs qui, visiblement, je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie, j'ai essayé de regarder un peu pour comprendre ce que c'était. Et en fait, ils vendent des produits en habitant à Dubaï, quoi, d'après ce que j'ai compris. Oui. Et c'est quand même, dans le genre vide, c'est coton quand même. Hein. Il y a du niveau, oui. C'est coton. Et on se rend compte que je suis née en 1902. Voilà. Souvent dans les épisodes du podcast, on pose aux invités des questions perso en lien avec les thèmes de la pièce. D'ailleurs, dans le dossier de présentation, dossier de presse de votre pièce, il y a un questionnaire. Et des fois, je pose des questions de ce questionnaire. Mais là, c'est la première fois où je me dis, c'est chaud de poser ces questions, c'est un peu intime. Je vous en lis quelques-unes comme ça, pas obligé d'y répondre, mais pour savoir de quoi on parle. C'est un questionnaire où vous avez marqué: est-ce que tu avais quel âge quand tu as vécu ton premier deuil? Est-ce que tu as déjà assisté à un dernier souffle? As-tu déjà veillé sur un mort? Bon, après, il y a des plus soft, hein, je vous l'accorde. Il y a est-ce que tu connais un mythe qui parle de la mort? Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi un cimetière? Et c'est quoi la mort la plus con? D'ailleurs, je vais vous la poser, la dernière. C'est quoi la mort la plus con pour vous? En ce moment, j'arrête pas de me dire que c'est... comme il y a de plus en plus de tempêtes, je me dis que je serais très triste si quelqu'un que je connais, je serais plus que triste, je serais effondrée, mais moi, je serais juste triste parce que, bon, une fois que je serais morte, je me dis, oh putain, merde, quand même, c'est con. Si j'aurais ce recul, je sais pas où je serais. Je me dis, genre, j'aimerais pas du tout me prendre un pot de fleurs sur la tronche. Je trouve ça vraiment nul, quoi. Ça peut être très drôle. Oui, mais bon, tu vois, c'est vraiment... en plus, Pour les autres, avec ces tempêtes qui vont... Pour les... Peut-être frère que je me parle pas pour me faire sur la tronche. Mais non, mais toi, personnellement, je veux dire, c'est un peu la naissance du cinéma, quoi, ce genre de gag. Oui. Quelque chose de gaguesque, ouais. Et toi, Nadia? Je sais plus ce que j'ai répondu, moi, à cette question. La mort, c'est con, en fait. Donc, voilà, c'est ce que je répondrais, je pense. Mais après, le questionnaire... Juste pour dire, ce questionnaire-là, c'est assez particulier. On fait toujours des questionnaires pour récolter des récits, un peu à la manière d'enquêteurs, enquêtrices. On va, chacune, poser ces questionnaires autour de nous. Quand il s'agit d'une thématique, c'est sur des gens qui connaissent cette thématique, mais aussi sur des gens... Par exemple, notre premier spectacle, c'était sur l'héritage de mai 68. Et donc, on a aussi posé des questions, le questionnaire, à des gens qui n'avaient pas du tout vécu les événements de mai 68 sur les barricades, je veux dire. Là, la différence avec celui-là, c'est qu'on se l'est posé entre nous. Donc, sur une journée entière, on s'est posé ce questionnaire, on l'a enregistré. Et donc, évidemment, est venue une matière très intime. Il y avait même toute une séquence qui avait été écrite à partir de ces interviews, mais elle n'a pas été gardée. Oui, parce que pour être tout à fait honnête, ce dont je parlais sur le côté de la mort comme, j'allais presque dire comme ambiance, mais la mort qui est partout et de la vie qu'on essaye absolument d'amener, c'est quelque chose qui était à la fois instinctif et qu'on a réaffirmé par la suite, mais c'est vrai qu'à un moment, on avait tellement de séquences et on avait tellement commencé par l'impro qu'on s'est dit, et il y avait beaucoup de morts, mais on ne savait pas trop pourquoi. Et donc, on s'est dit, on va muscler notre propos. En fait, ça parle vraiment de la mort, ce spectacle. Et donc, on a mis au point ce questionnaire. Et après l'avoir pratiqué, on s'est dit, mais non, le spectacle, il ne parle pas de la mort comme tel. Ce n'est pas genre un spectacle sur la mort, sur les rites, tout ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'objet, en fait. Donc, on l'a fait. Ça nous a servi pour certaines choses qui restent dans le spectacle. Mais on ne peut pas dire que c'est un spectacle sur le deuil. C'est plus un spectacle sur la joie dans un contexte de mort. Et si je peux dire juste un petit truc, oui, et là je prends mon téléphone bien sûr, en fait, je peux dire un petit truc ou c'est un petit peu long peut-être, je ne me rends pas compte. Dis-nous, on est sur là. Ce truc de là. En fait, vous. je pense que ça a aussi un lien, notre rapport à la mort, il a aussi un lien parce qu'on vieillit, quoi, à force de faire du spectacle, à force faire des spectacles ensemble depuis qu'on a toujours 30 ans, on va finir par en avoir 50, quoi. Et en fait, il y a quelque chose où on a l'impression un peu de disparaître. Et je ne vais pas tout dire, mais juste c'est un texte de Jeanne Sautière qui dit « Nous devenons des vivants, des vivantes, avec des morts dedans ». Et je trouve ça hyper beau, en fait, de savoir que dans cette vie, même violente et dure, et
dans laquelle on baigne, et évidemment, et tout ça, et en étant quand même très protégé, très en Occident, pas sous les bombes, on est quand même, au fur et à mesure, empli de ces personnes qui nous ont quittés, mais qui sont maintenant à l'intérieur de nous, d'une certaine manière. Et pour moi, ça nous aide à vivre, et il ne faut pas se couper de ça. Je dirais que c'est un spectacle qui s'efforce de ne pas se couper de... On peut faire son deuil, mais il ne faut pas se couper des gens qui ont été avant nous, des gens qui sont autour de nous. Et il ne faut pas se couper de ses affects, il ne faut pas se couper de sa sensibilité. Et c'est un spectacle un peu comme ça. Donc, s'il y a des fantômes, ils sont plutôt bienveillants, ils sont plutôt là pour nous aider, pour nous faire des petites lucioles dans la nuit et tout ça. Et pour nous dire, OK, toi, tu es vivant. Et donc, c'est parfois douloureux, mais sois vivant, sois digne de la vie, quoi, en fait. Il y a un moment, un personnage qui dit ça, émouvez-vous, l'émoi, c'est tout dans la vie. Quand on est mort, c'est fini. Et je pense qu'on a besoin de s'émouvoir. Et on cite souvent, allez, une recitation. Allez, c'est parti, on t'écoute. C'est un prénom, j'arrête, mais on cite souvent dans nos dossiers depuis le début. En fait, c'est aussi dans le film de Judith, un petit texte de Marguerite Duras qui n'a pas toujours été une grande résistante, mais peu importe. Elle dit, enfin pas peu importe, pardon, mais en tout cas, voilà, parce que quelqu'un m'a fait remarquer ça, vous citez Marguerite Duras, elle n'a pas toujours été droit dans ses bottes. Bon, qui a toujours été droit dans ses bottes? Bref, Marguerite Duras qui dit que la perte de soi-même, la perte du politique, pardon, c'est avant tout une perte de soi-même, la perte de sa tristesse, comme la perte de sa tendresse, de sa douceur, la perte de sa colère. Et elle développe, et pour moi c'est ça, c'est tout est fait, et on fait tout parce que c'est trop dur en fait, si on veut vraiment regarder tout ce qui nous entoure ou tout ce qui nous habite, c'est tellement difficile qu'on s'anesthésie un peu via moult substances ou via moult téléphones, moult scrolls, enfin on se nimbe de quelque chose, et en fait non, j'ai l'impression qu'il faut essayer des fois on se prend un peu le truc dans la face, mais on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on est vivant, et c'est une chance. Ben, En tout cas, j'aime bien pontifier, parler beaucoup, et toi tu dis rien. Hein, mon petit bonhomme? Tout va bien, Nadir. Tout se passe bien pour toi? Ouais, ça Ok. va. Ben, si vous voulez, je vais continuer avec une citation moi aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que j'en fasse pas moi non plus. Mais je vais vous citer vous. C'est plus simple. Il y a quelque chose à gagner à aller à un endroit où on ne va pas d'habitude, où on ne va pas au grand jour dans sa part nocturne. C'est dans votre dossier de présentation de la pièce. Et je voulais savoir, parce que la nuit, c'est un mot qui revient souvent dans ce que j'ai pu lire sur la pièce. Quel lien vous faites entre la nuit et la mort? Ça, c'est dans le dossier que vous avez trouvé ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, vous allez me dire, on a tout viré, on a tout changé, ça y est. Non, mais plus. c'est pas ça, c'est que l'exercice du dossier, c'est un exercice théorisant. Ouais. Donc il faut bien mettre des mots sur des sensations, sur des choses qui sont encore en labo, en recherche. Et c'est vrai que cette nuit, mais plus comme une nuit symbolique, qui serait un envers de nos vies, nous a guidés. Concrètement, c'est vrai que c'est un spectacle où on joue pas mal sur l'obscurité, voilà, plus que d'habitude. Voilà, ça va un peu changer dans la nouvelle version du spectacle. Mais pour moi, c'était plutôt un levier. Moi, personnellement, en tant qu'auteur, je l'ai pris plutôt comme un levier pour travailler sur l'inconscient, sur qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir, qu'est-ce qu'il y a derrière le jour étant ce qui est visible, ce qu'on veut bien rendre visible aux autres. Donc j'ai plutôt travaillé sur l'arrière-boutique, sur ce qu'on cache, sur toutes les personnalités qu'on a en nous et qu'on nie face aux autres en voulant prétendre être une seule et unique personne. Voilà, donc cette nuit, ça a été plutôt un garde-fou, moi, pour m'encourager à travailler là-dessus, sur ce rapport au monde et aux autres qu'on entretient, parce qu'on vit dans une société où l'image est prépondérante, où il faut toujours faire bonne figure. Et voilà, c'était plutôt une nuit symbolique me concernant. Et moi, j'ai encore l'air de regarder mon téléphone, on se dit, mais la fille est folle dingue, elle fait que dire, on est obsédé par le numérique, elle est comme ça sur son téléphone. Mais pardon, c'est parce qu'évidemment, j'ai pris des notes sur ce truc. Il y avait une super belle citation que Mélanie Bestel a écrit un moment du spectacle, et elle avait trouvé, c'est un super beau texte, moi je trouve, de Novalis,
où elle parle de la nuit comme étant une sorte enfin, c'est la nuit nourricière, quoi. Je ne l'ai plus en tête. Elle est celle qui, maternelle, te porte. Et sans elle, tu pourrais pas. En gros, c'est un endroit de création. Donc, c'est plutôt comme si on essayait de s'enfuir du jour tapageur. Et c'est une nuit clandestine, quoi. C'est l'idée de la nuit. C'est aussi la nuit de la fête. C'est tout ce côté-là d'endroits nourriciers et fertiles d'où peuvent émerger peut-être des nouvelles idées, pas au sens de nouvelles pour nouvelles, de fantaisie, de décalage, d'envers du décor, de créatures qui ne sont pas complètement tout à fait nous. C'est un peu cette nuit-là, quoi. On avait cette envie au départ, au tout début, quand on commençait à parler du spectacle, d'accueillir les gens vraiment dans la nuit, en les faisant passer par les coulisses du théâtre, oui. Et de les accueillir un peu comme une veillée nocturne à la lumière des bougies et de boire du vin avec eux. Parce qu'en fait, on a pensé ce spectacle pendant le confinement. On n'avait pas pu jouer notre spectacle précédent à cause de la fermeture des théâtres. Et donc, on était en manque de contact, de proximité. Et donc, on a pensé ce spectacle au début comme ça. Après, on pense qu'il reste encore de cette chaleurosité, de cette générosité-là dans le spectacle, même si concrètement, on a un rapport scène-salle plus conventionnel que ce qu'on pensait au début. Mais c'était aussi ça, cette nuit. Alors c'est intéressant que tu parles du rapport scène-salle, tu voulais faire passer les gens dans les coulisses, parce que j'avais un peu une question là-dessus. On disait que, quand on a préparé l'émission, que je t'ai appelé, Nadir, on disait qu'After Show, ça prend un peu la suite de votre précédente création, qui s'appelle Encore plus partout tout le temps, et qui aborde les questions du bouleversement climatique, entre autres, et du patriarcat. Et dans cette pièce, on voit une partie des coulisses. On voit des murs qui tombent, vous faites tomber une partie du décor, il se déconstruit petit à petit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le théâtre, comme on le pratique habituellement, qui vous dérange un peu et qui vous donne envie un peu comme ça, de le déconstruire, de le bouger, de casser un peu les barrières ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coulisses en fait chez nous. Il y en a il y en a si on doit se changer parce qu'on a envie de faire une surprise et d'arriver avec un costume. Je sais pas comment dire autrement. Par exemple, on change de personnage, on change pas forcément à vue parce que c'est bien de faire une entrée, comme on dit. Mais il n'y a pas de coulisses dans le sens. C'est pas non plus une posture, hein, c'est pas. Parce que ce serait très années 80. Comment dirais-je, ça se fait, c'est-à-dire en gros, l'image qu'on peut avoir en effet du théâtre avec le rideau, les coulisses, la boîte noire est cachée et n'est donnée à voir aux spectatrices, aux spectateurs que ce qu'on veut. Depuis longtemps maintenant au théâtre, ça se fait en effet de ne pas faire ça et que les choses soient à vue, comme on dit, qu'on voit tout. Et chez nous, c'est juste que comme en fait on met en scène le spectacle et qu'on joue dedans, on est obligé de le voir, donc on ne peut pas aller dans la salle. Donc en gros, on se met souvent un peu sur le côté pendant qu'une scène se joue, et celui qui n'est pas dans la scène la regarde. Et donc ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de coulisses, c'est pas tellement un effet de style. Régulièrement, on se fait avoir. D'ailleurs, la première approchant, on se dit bon, allez, maintenant, on peut plus regarder les scènes depuis une chaise assis sur le côté. On va aller en coulisses, quoi. Et puis ça dure 10 jours. On se dit mais en fait, ça marche plus. Oui, donc on peut pas être en coulisses. On est obligé d'être là. Une sorte de réflexe conventionnel, culturel, quoi, et qui nous convient pas. Donc on a mis parfois des choses un peu comme des coulisses en disant mais là cette scène elle est très belle comme ça, c'est bien, le cadre est beau, c'est super, mais en fait on finit toujours par se mettre comme ça et venir voir ce qui s'y passe. Et puis on aime aussi entretenir cette ambiguïté pour les spectateurs que c'est l'acteur ou c'est le personnage qui parle. C'est ce qui donne un côté un peu accidenté parfois à nos scènes où on a l'impression que l'acteur s'arrête de jouer et où c'est le personnage tout d'un coup qui surgit. Après, c'est pas, ça a pu l'être un peu au début. Maintenant, moi, j'adore aller au théâtre et voir des coulisses et un rideau rouge. Oui. Il n'y a pas de problème. On a envie de retour au rideau rouge. C'est pas là où on est à la maison, nous, c'est tout. Oui, c'est juste que nous, on ne peut pas faire autrement. Mais il n'y a pas de... Dans Encore plus, dans l'entrée publique, le personnage de Bernard que je fais, enfin personnage, c'est moi en slip, hein, il se moque beaucoup d'eux en disant alors on fait comme dans les années 90, main dans les poches, devant le public et tout. J'ai envie de dire que c'est un peu ringard et que maintenant on a envie de resacraliser. Et je pense que c'est vrai, mais nous on ne peut pas le faire parce qu'à chaque fois qu'on essaie de
de complètement sacraliser un truc, on ne peut pas le voir. Donc du coup, on est obligé de... Enfin bref, on est en boucle. On est obligé de se montrer. Donc, mais il y a pas, en tout cas, il n'y a pas de volonté, comme vous disiez, comme tu disais, car je vous vois maintenant, de détruire quelque chose. C'est pas une destruction, c'est simplement, nous, il n'y a pas de quatrième mur parce qu'il n'y en a jamais eu, et il n'y a pas de coulisses parce que c'est pas pratique pour nous, quoi. Le plus important, c'est le vivant, en fait. C'est d'avoir la sensation qu'on est au présent et qu'on partage quelque chose d'unique, qui n'est pas une reproduction de ce qu'on a fait la veille. Donc ça, on peut le voir quand on va au théâtre, n'importe où, en fait, que le plateau soit vide ou qu'il y ait des coulisses. Comment on écrit la fin d'un spectacle sur la fin? C'est quoi la fin de show, de l'after show? C'est important la fin, toujours. Hein. Parce que c'est pas seulement la fin de la scène, c'est aussi la fin du spectacle. Et nous, comme on écrit par partie, si ta partie, elle se retrouve à la fin, ouais. T'as un peu les quatre autres du collectif qui disent « Ok, c'est ta partie, mec, mais c'est quand même la fin du spectacle. » Donc, est-ce que c'est ta partie, Nadia? Est-ce que je suis tombé sur ta partie, là? Parce que je vois Claire qui te regarde en souriant. Non, c'est pas sa partie. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a déjà eu... On a fait... là, par exemple, j'ai l'impression, hein, arrête-moi si je me trompe, mais qu'avec notre dernier spectacle... Arrête-moi si je me trompe. On a fait une fin où ça mettait un peu tout le monde d'accord, c'est-à-dire la fin de Encore plus partout tout le temps, il y a une musique, il y a quelqu'un qui chante, il y a un ours blanc, enfin tu vois, là la fin, quoi. Et il y a un noir, on comprend que c'est la fin. Ouais. Mais on a fait plus un spectacle où la fin est, justement, je pense, parce qu'on écrit de cette manière précédemment évoquée, où la fin était plus ténue. On a fait beaucoup de fins avec des récits. Par exemple, le tout premier spectacle, c'est une histoire de Fellini, et puis ça finit par un coup de fil, et hop, le noir se fait, alors qu'on est un peu dans l'histoire. La légende de Bornéo, ça finit sur une histoire aussi, que je raconte. Et donc, il n'y a pas d'effet de... En fait, ce qui se passe souvent, c'est que dans nos spectacles, il n'y a pas un effet de conclusion, et tout ce qu'on voulait dire, c'était ça. Point. C'est pas ça. Souvent, c'est une conversation à continuer quand on sort. Donc, souvent, avec le public, quand ça se rallume, c'est quand même très souvent qu'on discute avec les gens. Bon, après, si on doit vite aller démonter tout ça, on s'en va. Mais c'est vraiment des spectacles, si vous venez, avec un goût de lancer une conversation. Ça arrive très souvent que des gens viennent et puis reviennent avec quelqu'un qu'ils connaissent en disant « c'est ça dont je te parle ». C'est ça que j'essaie de te dire, ou ah bah tu vois, il y a un petit peu cette chose-là chez nous. Ce qui fait que du coup, quand on écrit une fin, on essaie qu'elle soit à la fois que ce soit bien terminé avec ça, mais ça peut être une histoire très singulière. C'est-à-dire on peut finir sur le parcours de quelqu'un qui raconte une chose extrêmement singulière, dont on espère qu'elle puisse devenir universelle, mais sans garantie que tout le monde se dise « Ah oui, ça c'est vraiment une belle fin, j'aurais moi aussi signé ça comme fin ». Non, on peut se dire « Ah, ok, c'est... » Et je dis ça sur la fin du spectacle précédent, il me semble que c'est la seule fois où on finit par une fin où c'est achetable comme c'est clairement une fin, parce qu'il y a la musique, il y a les codes d'une fin. Mais là, je pense qu'on va finir sur quelque chose de très... sur un monologue, probablement, pour l'instant. Un monologue, ce sera l'un d'entre nous qui conclura le spectacle de manière probablement... Enfin, je ne vais pas dire la fin, c'est dommage. Avec un rebondissement, on va dire. Une prise de parole assez ténue, je dirais. Avec Michel Barnier. avec Michel Barnier, bien sûr, qui disait peut-être en guest star, ne sera tu pas là. L'imitation avec Henri Krasuki, qui est par là, dans son studio. Qui a connu Henri Krasuki, j'ai envie de te dire. Bonne question. Dans la régie, moi, j'étais très petite, il me semble, quand on est des années 80, on peut l'avoir connu de la fin, quoi. Oui. Je sais pas, j'ai l'impression que ces gens vont revenir, vu qu'on a l'air d'être quand même... Mais là, on est en train de perdre beaucoup de... Oui, pardon, on est en train de perdre beaucoup de gens qui écoutent ce podcast. Désolé. Non, c'est rien, tout va bien. Nadir, dis-moi, c'est quoi ton plus vieux souvenir de théâtre? Dis donc, ça va nous amener très loin. Oh là là. Puisqu'on est sur les âges et les générations, là. Alors, le premier truc que j'ai vu, c'est une compagnie
allemande, berlinoise, qui s'appelait Hauser Orketer. Et je me souviens d'un truc, je sais pas, je devais avoir 6 ans. C'est un mec qui passe allongé sur un skateboard tout nu, avec une plume dans le cul. Et il avançait, tu sais, comme dans les Tex Avery, avec les doigts de pied là. J'ai cette image dans la tête, c'est le premier truc que j'ai vu. Et tu t'es dit, je veux faire ça? Non. Non, je me suis dit, non. Mais par contre, ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, j'avais beaucoup ri et tout. Non, le truc qui m'a vraiment donné, le premier grand souvenir de théâtre que j'ai eu, c'est quand je suis allé voir Hamlet de Chéreau. Et je me souviens, la première fois de ma vie que ça m'est arrivé à l'entracte, je me suis assis, j'ai pleuré pendant un quart d'heure. J'étais en état de choc. Voilà. Et à la fin, j'ai eu le courage d'aller voir Gérard de Sarthe pour lui dire. Voilà. Et donc, il a été très gentil avec moi. Et Gérard de Sarthe qui jouait Hamlet. Qui jouait Hamlet. C'était le comédien qui jouait. Okay. Et je pense pas que si je revoyais le spectacle aujourd'hui, ça me plairait, parce que j'avais 16 ans et voilà. Mais tout ça pour dire que c'est aussi le fait que je sois allé le voir pour lui parler qui a fait qu'il y a eu un avant et un après. Je pense qu'il faut aller voir les gens quand quelque chose vous touche profondément. Il faut avoir le courage de leur dire, de leur écrire, parce que je crois qu'on fait ce métier avec une grande part de solitude parfois, et quand on touche vraiment profondément à quelqu'un et qu'il vous le dit, ça donne du sens à ce qu'on fait, ça nous donne envie de continuer. Donc voilà, je suis content de l'avoir fait. Et c'est aussi parce que j'ai fait ça avec le collectif flamand Tegestan, que je leur envoyais une cassette vidéo, que j'ai pu faire le stage et que j'ai rencontré Claire et les autres copains de l'Avantage du Doute. Donc voilà. Ça a démarré beaucoup de choses. Mm. Claire, qu'est-ce qui aurait pu t'empêcher de faire du théâtre? Ah, c'est marrant, je me suis jamais posé des questions comme ça. À peu près tout ce que j'aurais pu faire d'autre. Enfin, en fait, j'ai voulu faire ça assez rapidement dans ma vie. Donc, pour tout dire, quand j'essaie de me dire, tiens, si je faisais autre chose, maintenant, je pourrais faire... Je me dis, j'aime bien apprendre des choses. Donc maintenant, je me dis tout, parce qu'il y a des tas de choses qui m'intéressent, mais disons, au départ, à la base, je ne sais pas trop ce qui aurait pu m'en empêcher. La peur, peut-être. La peur, la timidité. Et aussi, certainement, le fait que, pour le coup, moi, je n'ai pas du tout vu de spectacle de Patrice Chéreau. C'est un milieu très loin de moi, on va dire. Je suis allée voir l'Avare avec Michel Bouquet, et quand j'étais toute petite, parce que j'ai pris la place de mon père à Pau, qui n'avait pas pu être là, je sais pas, il avait fini trop tard. Je suis allée avec ma mère voir ce spectacle, et quand je l'ai vu, et vraiment c'est marrant, c'était vraiment des coulisses, avec Michel Bouquet avec son petit costume d'Avare en noir avec une petite fraise comme ça, et j'ai complètement scotché. Je me suis dit, ah mais j'ai trop envie de faire ça, mais j'avais vraiment envie de faire ça pour voir ce qu'il y avait derrière les coulisses. Et après, j'étais très séduite par ce monde complètement carton-pâte. Ça m'a énormément plu. Je me suis dit, je vais faire ça. Et donc, je ne me suis pas tellement posé la question de faire autre chose. J'ai toujours écrit dans mes copies de français, mes copies de début d'année, que je voulais être prof de littérature. Donc, j'ai fait des études de lettres. Mais voilà. Donc, ce qui aurait pu m'empêcher, je pense, c'est plutôt... J'ai eu de la chance de faire une école, de passer un concours, de l'avoir. Et donc, comme j'ai eu ce concours, ça a peut-être créé chez moi l'impression que peut-être je pouvais faire ça. Comme une... Enfin, voilà. Très bien. Nadir, qu'est-ce que tu penses que les gens attendent du théâtre aujourd'hui? Oh là là, j'espère qu'ils attendent quelque chose. Moi, j'espère qu'ils attendent pas trop quand même, parce que... Hein il faut... je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en attends? Là, je vais voir beaucoup de spectacles d'école en ce moment. Ça me passionne. Ça me passionne de voir des jeunes gens, des jeunes élèves, jeunes comédiennes, jeunes comédiens vivre leur premier spectacle. Ça me bouleverse en fait. Je pense que ça me renvoie à ce que j'ai vécu moi, mais aussi parce que ce que je vois et les émotions que je ressens, j'ai l'impression que je ne les ressens pas assez au théâtre. C'est-à-dire quelque chose de fragile, quelque chose avec beaucoup de bonnes intentions et
et d'application, mais avec un corps, une voix, des rougeurs, quelque chose qui parle aussi pour eux. Et la vie qu'ils amènent sur le plateau, moi, me nourrit beaucoup en ce moment. Donc, par contre, ce que je ne peux plus supporter, c'est les prises d'otages. C'est-à-dire, c'est de voir des artistes sur scène qui, on a l'impression qu'on soit là ou pas, ça ne change rien. Ça, c'est sûr que je ne peux plus, à quelques exceptions près, parfois, quand vraiment c'est le projet. C'est-à-dire qu'en conscience, les artistes ont fait un projet en autarcie. Il y a quelque chose de très c'est formellement beau. C'est un parti pris. Abouti, parce qu'en art contemporain, c'est pas loin de ce que je peux parfois aimer. Donc, mais je pense que les gens attendent de la vie, qu'on leur parle, qu'on leur dise qu'ils ne sont pas seuls, un moment de communion ensemble, partagé, quoi. Ils ont besoin de rire aussi. Ils ont besoin de se moquer d'eux-mêmes, je crois. Pas forcément qu'on se foute de leur gueule, c'est pas la même chose. Non, mais nous, on se fout de notre gueule. Qu'on se moque de nous aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Voilà, moi, c'est ce qui me fait du bien quand je vais au théâtre. Et Claire, en tant que spectatrice, qu'est-ce qui te fait choisir une pièce ? Ce qui me fait choisir une pièce, c'est quand je sens que ça va être très vivant, quoi. Que ça va être très vivant, que ça va être de la vie, de la joie, pas forcément du rire, mais ça peut être, ou de la grande tragédie, que ça va me toucher. J'ai envie de ressentir des choses fortes, ou que ça va me faire penser différemment. C'est vraiment, j'attends que ce soit du spectacle vivant, donc j'attends de la communion, de l'énergie, de l'intelligence, de l'intelligence, de la lumière, j'attends qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe quelque chose, qu'on me tende la main et que je me dise que je passe un moment unique, un moment qui est très plein, quoi. Ça a aussi rapport à l'intensité pour moi. Et j'attends beaucoup. Mais ça peut se produire, donc c'est ça qui est super en fait. Ouais. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup Claire et Nadir d'avoir partagé ce moment avec nous. On va vous laisser vous préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce. Ok. On vous recevait donc... Dimitri. Merci, je vous en prie. On vous recevait donc pour la pièce After Show de Mélanie Bestel, Judith Davis, Claire Dumas, Nadir Legrand, Manuel Pesquine et Maxence Tual. Claire Dumas, Nadir Legrand, Manuel Pesquine et Maxence Tual jouent aussi avec Charline Grand dans la pièce et en alternance avec Joseph Kempf, Jean-Luc Vincent et Servane Ducor. Direction musicale et arrangement Manuel Pesquine, scénographie Lisa Navarro, lumière Mathilde Chamou, son Isabelle Fuchs, costume Martha Rossi, régie générale Nicolas Barrault, stagiaire mise en scène Léa Fremovitz, stagiaire scénographie Lisa Notarangelo, diffusion et production Marie Benbachir, relations presse et médias, Plan B. Vous pourrez voir à la pièce After Show du 22 novembre au 21 décembre 2024 au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 9 janvier 2025 à l'espace Marcel Carnet de Saint-Michel-sur-Orge, du 4 au 7 février 2025 au Quartz Scène nationale de Brest, du 13 au 14 février 2025 à la ferme du Buisson à Marne-la-Vallée-Noisiel, les 19 et 20 février à la Scène nationale de Chambéry-Savoie, les 12, 13 et 14 mars au Théâtre Sorano de Toulouse, théâtre que l'on cite souvent dans l'émission, et puis le 18, 19 et 20 mars 2025 au lieu unique à Nantes. Et je profite aussi pour parler des films, deux films réalisés par Judith Davis, Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, qui est en lien très fort avec la troupe et dans lequel vous jouez, il me semble, et aussi le prochain film qui sort donc le 26 février, Bonjour l'asile, de Judith Davis. Et si vous voyez le film, je pense que ça fera écho aux pièces et inversement. Ce soir, dans le studio des Bonnes Résolutions, nous avions la réalisation Léa Pétel, au son Sébastien Aymon, aux caméras Florine Bobet, Lisa Romani et Florian Cobel. Préparation Elisa Romani, présentation Dimitri Suma dans les studios des Bonnes Résolutions.
Claire, Nadir, on vous écoute à présent pour la lecture d'un extrait d'After Show. On va demander qu'on contextualise un peu. On dirait que là, on est à un moment du spectacle où on a essayé de définir un peu un projet tous ensemble avec le public. Et notre idée vraiment, c'est d'essayer, dans ce monde difficile, de donner de la joie. Donc il y a des gens qui s'y sont essayés. Il y a un premier personnage qui a essayé. Je ne sais pas s'il est arrivé. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a même secoué le décor très fort dans tous les sens. Et après, c'est un peu balle au sol. On recommence. Là, il s'agit de continuer, essayer de donner, Nadir, hein, Ouais, de donner de la joie. Donner de la joie. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plus de gras. Voilà, je cherche la joie, mais il y a quelque chose en moi qui s'est délesté. J'ai plus de filtre. Voilà. J'arrive plus à mettre mes émotions à distance et j'arrive même plus à les comprendre. De toute façon, ces émotions, à leur donner un nom. Et alors, en société, c'est compliqué. Hein, j'arrive plus à mettre de l'huile, comme on dit dans le Sud. Voilà. Et dans le travail, alors là pour écrire ce spectacle, ça ne m'a pas du tout aidé. Hein. D'habitude, j'écris des scènes avec des personnages, des points de vue qui s'opposent, des enjeux intimes et politiques à la fois, sérieux mais drôles en même temps. On se régale. Mais alors là, impossible, j'y croyais plus. Je me disais, mais à quoi ça sert ? Faire du théâtre dans un monde en ruine, mais qu'est-ce que ça change ? Voilà, ce n'était pas la grande forme. Alors je me suis dit, je n'ai pas le choix. Pour trouver la joie, il faut que je revienne à mon désir premier de faire du théâtre, l'enfance. Voilà, moi, je suis un enfant de mai 68, pur sang. Par ego, les années 70, sex and drugs and rock'n'roll. Je vais à la crèche des Beaux-Arts, crèche autogérée à Paris, puis dans une école dite parallèle, rue Vitruve, Paris 20e, autogérée, elle aussi, parce que je me suis pas mal autogérée à l'époque. Là, cet été, à l'enterrement de ma grand-mère, il y a un vague cousin suisse qui m'a dit « Ah, je me souviens de toi en Normandie, quand t'étais petit, t'étais marrant, tout l'été, t'as mangé des petites bêtes dans le sable, là, tu sais, des vers. » Voilà, où étaient mes parents ? Autogestion. Mais en vrai, je vivais ma meilleure vie. Et puis, bim, élection de François Mitterrand, mai 1981. Grosse gueule de bois, grosse dépression. On part vivre en Provence avec mes parents. Et là, je me retrouve dans une petite école communale en blouse bleue pour les garçons, rose pour les filles. Flûte à bec pour tout le monde. Je dois vous voyez le maître et j'ai 0 en dictée et je me rends compte que je ne suis pas du tout à ma place. Donc je me déplace. Je dis que je m'appelle Antoine alors que je m'appelle Nadir. Parce que je m'appelle Nadir, je suis né dans un milieu et à une époque, on aimait bien donner des prénoms exotiques à ses enfants. Je ne m'appelle pas Nadir parce que je suis marocain. Non, je m'appelle Nadir parce que le Nadir, c'est l'opposé du zénith. Alors, vous avez le soleil, vous avez la Terre et à midi, sous le soleil, c'est le zénith. Donc même si la Terre tourne, hein, le zénith reste le point le plus lumineux de la planète, sous le soleil, pour l'éternité. Et de l'autre côté du globe, à minuit, c'est le Nadir. Donc même si la Terre tourne, le point le plus obscur de la planète pour l'éternité, c'est le Nadir. Voilà, c'est moi. Donc inutile de vous dire qu'à la récréation, face à Éric Pochon et Christophe Aumagnan, j'ai pris cher. Donc je prends l'accent du midi. J'ai pas de copains, mais heureusement j'ai des copines. Jeanne, Alice, Dominique, Marielle, Christelle. Et pour survivre à l'angoisse d'un échec scolaire phénoménal, j'ai trouvé refuge dans mon imaginaire. J'étais là, mais j'étais pas là. Je vivais des aventures de fou dans ma tête. Et puis un matin, j'ai ouvert les volets de ma fenêtre. Un grand lilas couvrait tout le paysage, en fleurs. C'était le printemps. Et je suis sorti par la fenêtre. Je n'ai pas fait une tentative de suicide. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je me suis laissé glisser le long du mur et complètement insuqué par les odeurs de la Provence, j'ai trouvé refuge dans le monde réel. Derrière les lilas, il y avait une longue broussaille de romarin. Derrière le romarin, il y avait un champ qui descendait jusqu'à une forêt, puis une vallée qui ouvrait sa gorge jusqu'au village. Et après, au loin, au bout du plateau, les jours sans brouillard, c'est-à-dire tous les jours, on voyait les Alpes. Tout ça, c'est devenu mon théâtre. Mes aventures sont devenues physiques. Je me griffais aux branches, je me tordais les chevilles. J'avais des piqûres de partout, des spigas aux plaies les chaussettes. Mais j'avais des odeurs, j'avais les bruits, j'avais la terre rouge, t'as les cheveux, t'as la bouche. J'avais le Mistral, j'étais Steve McQueen sur sa moto avec mon Bicross motobécane jaune. J'étais le roi de l'évasion. Et c'est là que je suis devenu acteur en fait. Et puis d'un seul coup, bim, on rentre à Paris avec mes parents, je me retrouve dans un lycée du 16e arrondissement. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde a des Weston. Salut, tu vas bien ? On se fait un summer camp au Canada cet été, au fan de pute. Donc en une journée, je perds l'accent, mais dès que je peux, je me gave des livres, des films de Pagnol, où je retourne dans le sud voir ma grand-mère pour les vacances, le sud, le sud, le sud. Et enfin, après mon bac, que j'ai passé 2 fois mais que je n'ai pas eu, je retourne vivre dans le sud,
je fais partie d'une troupe à côté de Montpellier, j'ai une amoureuse, elle est assistante médicale, je l'aime bien, mais je sens bien au fond de moi que c'est pas à Béziers que je vais devenir Steve McQueen, donc je lui brise le cœur, je retourne à Paris, je prends des cours de théâtre, je passe une audition, le metteur en scène me demande si je peux perdre l'accent, ben, je lui dis oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, puis il me demande si je veux bien me mettre torse nu, alors je lui dis mais non, et je sors, mais derrière moi il y a 10 mecs qui disent mais oui, donc de nouveau je me rends compte que je suis pas à ma place, trop masculin, trop de compétition, trop toxique, et puis on me dit de toute façon que je suis trop vieux pour passer le conservatoire, alors je pars faire du théâtre en compagnie, puis en collectif, mais en fait c'est pas un collectif, mais en fait il y a un chef, donc en fait ça finit mal, et puis enfin, il y a 17 ans, aujourd'hui, avec l'avantage du doute, je trouve mon zénith. Et même si la Terre continue de tourner, à midi sous le soleil, la joie demeure. Voilà. Merci Nadir Legrand, merci Claire Dumas, de l'avantage du doute, d'avoir été nos têtes de lecture. Merci à vous. Et merci beaucoup. à notre invité surprise aussi. Et à notre invité surprise. Avec Tête de lecture, notre objectif, c'est de se frotter au monde du théâtre et de vous donner tous les codes pour le rendre lisible et désirable. On vous a balisé le chemin qui mène jusqu'aux portes des salles de spectacle et on vous invite à rencontrer celles et ceux qui font le théâtre d'aujourd'hui. Car on est persuadé que c'est grâce à la scène qu'on peut arriver à penser le monde qui nous entoure, à le critiquer et à en prendre soin. Approchez-vous, tendez l'oreille, ouvrez l'œil et poussez avec nous les portes du théâtre. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture.